J'ai une sœur jumelle. Tu dirais que tu n'es pas la plus intelligente. Ma première erreur a été de penser qu'elle persistait. Mettre une étiquette que je n'avais pas besoin d'avoir et donc abandonner cette étiquette a été une immense liberté. Voici Kim Perrell. Après avoir été licenciée, puis vendu sa première entreprise pour plus de 100 millions, on lui a dit qu'elle n'avait pas sa place dans la tech. Elle leur a prouvé le contraire encore et encore. Je venais tout juste d'être licenciée, je n'avais plus d'argent. À ce moment-là, après l'éclatement de la bulle Internet, beaucoup affirmaient qu'Internet ne mènerait à rien. Mais le fait qu'une seule personne croit en toi, cette confiance, c'est fou, à quel point ça peut te porter loin. Ta confiance en toi doit être plus forte que le doute de n'importe qui à ton égard. Une mère célibataire, une réussite autodidacte, une présidente-directeur générale qui investit maintenant dans des centaines d'autres fondateurs. Car elle se rappelle parfaitement ce que c'est d'être sous-estimée. Son histoire ne parle pas seulement de création de richesse. C'est aussi une question de timing et de confiance en soi avant que quiconque ne le fasse. Penses-tu que tout le monde peut devenir entrepreneur? On peut apprendre à devenir entrepreneur. J'ai tiré plus de leçons de mes échecs, d'où mon livre. Je veux dire que les erreurs font partie du parcours, elles ne sont pas une fin. Prendre rapidement du recul sur soi et comprendre qu'on a besoin d'une excellente équipe est essentiel. Peu importe comment vous définissez votre équipe, mais c'est vraiment la clé du succès dans n'importe quel domaine de la vie. Kim, je suis ravi que tu sois là. Ton prochain livre, Les erreurs qui ont fait de moi un millionnaire. J'adore parce que ça remet en question la sagesse conventionnelle, c'est très à contre-courant. Et si on regarde ta carrière, tu as créé 9 entreprises, tu as investi dans plus d'une centaine, mais apparemment encore plus que ça. Quel a été le déclic où tu as réalisé que les erreurs accéléraient et aidaient réellement ton succès au lieu de le freiner ou de lui nuire? Oh là là, c'est difficile à dire. Le moment précis où j'ai pensé... Essaie d'en trouver un qui ressort vraiment. Je pense qu'en ce qui concerne les obstacles, je dirais que dès mon plus jeune âge, j'ai une sœur jumelle, donc. Et on me disait que, vous savez, elle était vraiment douée dans tout ce qu'on faisait, donc elle était plus forte, plus rapide, plus intelligente à l'école, et les gens disaient « ce n'est pas toi la plus intelligente ». Honnêtement, ma première erreur fut de le croire. À 10 ans, croire et écouter quelque chose était, avec du recul, une grosse erreur. Parce que je pense que beaucoup d'enfants, je suis sûre que les gens qui écoutent peuvent comprendre, ont un frère ou une sœur. Ils ne sont ni intelligents, ni sportifs, ni autre chose. Celui ou celle qui est, vous savez, le talentueux, et on porte ça avec soi, et évidemment, comme je suis jumelle, c'est encore plus accentué. Mais l'erreur, c'était de continuer à me coller une étiquette dont je n'avais pas besoin. Et donc, abandonner cette étiquette a été une immense libération. Et donc, avec le recul, si j'avais pu corriger cette erreur très tôt, mais il faut apprendre de ça plus vite. Alors, comment on abandonne cette étiquette? Comment on apprend qu'on ne l'est pas? Qu'on est intelligent, talentueux ou surdoué? Et ne pas laisser l'idée que quelqu'un d'autre se fait de toi limiter ton véritable potentiel. On est tous catégorisés un jour par ses parents, des professionnels, des professeurs ou d'autres. Comment sors-tu de cette case? Qu'est-ce qui t'a permis de t'en rendre compte? Peu importe la comparaison que les gens faisaient, tu sais te comparer à ta sœur, comment as-tu réussi à sortir de cette case et réaliser que tu peux tout faire, que tu peux tout construire, que tu peux être différent de ce que tout le monde disait que tu étais? Je pense que ça arrive. C'est trouver la confiance et la foi en toi, peu importe ce que c'est. Donc, c'est découvrir en quoi tu es vraiment doué. Qu'est-ce qui fait ta force, peu importe le domaine? Et je pense qu'en commençant à vraiment comprendre mes propres forces et ce dans quoi j'étais douée, ce dans quoi je pouvais réussir, ça m'a donné la confiance d'avoir encore plus confiance en moi, plutôt que tous ces sceptiques, tous ces détracteurs ou tous ces tueurs de rêves qui me disaient ce que je devrais ou ne devrais pas faire ou qui m'imposaient leurs croyances limitantes. Et je pense que ça arrive très souvent où, disons du point de vue d'une entrepreneuse, les gens disent que tu ne devrais pas, ne fais pas ça, ce n'est même pas que tu ne devrais pas. Ils disent ça parce qu'ils ne le feraient pas. Oui, donc ta première entreprise, tu l'as lancée sur une table de cuisine à 23 ans grâce aux prêts de 10 000 donnés par ta grand-mère. Alors, qu'est-ce qui t'a donné la confiance pour lancer cette première entreprise? Quelle était la motivation? Qu'est-ce qui t'a fait dire que c'était une excellente idée? Je veux miser l'argent de ma propre famille sur cette idée, ce que je ne sais même pas si je recommanderais aux gens de faire.
Quelle était ta réflexion à 23 ans quand tu voulais te lancer? Je veux dire, à 23 ans. Est-ce qu'il y avait une réflexion? Oui, moins de réflexion que j'en aurais maintenant, pour être honnête. Et je pense qu'à ce moment-là, je venais juste d'être licenciée de mon travail. Je n'avais pas d'argent. Internet, vous savez, à ce moment-là, la bulle Internet avait éclaté et tout le monde pensait qu'Internet était une mode passagère. Tout le monde disait « Va trouver un vrai travail, cet Internet, ça ne mènera nulle part ». C'est vrai parce que tellement d'entreprises ont fait faillite à l'époque, mais j'avais vu de mes propres yeux comment construire un Internet. J'étais dans l'une d'elles, une entreprise qui avait levé beaucoup d'argent. Évidemment, ils ne l'ont pas bien dépensé. Eux aussi. Eux aussi sont allés vite, donc ça n'a pas bien marché. Mais ma conviction dans les opportunités d'Internet, et c'est similaire à... Les gens me disaient « Kim, tu es folle, trouve un vrai travail. » Mauvaise idée. Regarde, ce qui vient de se passer, je veux dire, c'est vrai, non? Mais ma grand-mère croyait en moi. Et avoir ne serait-ce qu'une seule personne qui croit en toi, peu importe, cette croyance est incroyable, à quel point ça peut te porter. Donc si tu y penses, en grandissant, ou moi, juste ses professeurs, ses oncles ou ses amis qui croyaient en toi, ça compte énormément. C'est intéressant parce que j'avais beaucoup de gens qui croyaient en moi, mais moi, je n'y croyais pas. Ils n'avaient pas l'expérience d'être entrepreneuriaux, donc ils croyaient en moi. Mais je savais en même temps que c'était difficile pour eux de me voir faire des choses qui n'étaient pas vraiment comme la façon dont ils ont grandi, tu vois. Donc ils voulaient, bien sûr, j'ai eu de super parents et une excellente éducation. Mais je pense que c'est aussi quelque chose dont les gens, quelqu'un de jeune qui débute, doit être conscient. Quelqu'un peut croire en vous, mais hésite à vous laisser vous lancer seul, n'ayant jamais vécu cela. Ils veulent seulement vous protéger. Oui, ils essaient de vous protéger en vous disant de ne surtout pas le faire. Donc ils croient en vous. Mais en même temps, ils se disent aussi « Je ne veux pas te voir souffrir. Je ne veux pas que ça te retombe dessus. Cette entreprise que tu lances, c'est bien ça. » Et donc, oui, il faut être prête à prendre le risque d'échouer. Et moi, j'avais l'avantage concurrentiel. Je dirais que mon père est un vrai entrepreneur. Donc, en grandissant, je veux dire, il a fait face à la faillite plus de fois que je ne peux les compter, tu vois? Donc, je n'avais pas peur d'échouer, et c'est comme ça. Génétiquement, j'avais un don, je me disais, il est toujours sur la bonne voie, toujours à fond. Aller au fond du trou, c'est normal. J'avais moins peur car c'était normal pour moi dès l'enfance, en le voyant grandir. Quand j'ai demandé à ma grand-mère les 10 000, elle a répondu « Ton père fait ça depuis toujours. » Donc ça semblait, tu sais, évidemment que c'était le cas. Mais le fait qu'elle parie sur moi, ça a tout changé. Pour moi, c'était décisif. Il suffit qu'on parie sur toi, puis que tu paries sur toi-même. Donc ce n'est pas seulement qu'elle ait parié sur moi, mais son pari m'a encouragée et m'a donné la confiance que je pouvais créer ça. Si quelqu'un n'a personne pour parier sur lui, disons qu'il n'a pas de famille qui le soutient, et parfois il n'a même pas de conjoint qui le soutient, et c'est difficile. C'est sans doute l'un des obstacles les plus difficiles. Que lui dites-vous? Votre confiance doit être plus forte que les doutes de n'importe qui à votre égard. Et honnêtement, le meilleur pari que vous puissiez faire, c'est de parier sur vous-même. Je suis tout à fait d'accord, c'est, vous savez, tout simplement ça. Il y a différents mots pour ça, mais on parle d'agence ou de locus de contrôle interne. Croire que vous avez une autorité absolue pour façonner votre vie et que tout ce qui vous arrive, bon ou mauvais, est de votre propre responsabilité. Je pense que cette idée est très puissante mais aussi effrayante, car elle implique d'être responsable de tout, le bon comme le mauvais. En tant qu'entrepreneur, vous êtes la président-directeur général de votre vie. Vous pouvez embaucher, licencier ou écarter qui vous voulez. Et si vous pensez à ça en créant votre vie, que vous êtes la président-directeur général, peut-être que vous n'êtes pas la président-directeur général de l'entreprise dans laquelle vous travaillez, mais de votre vie. Vous l'êtes et détenez le pouvoir exécutif. Quel est le facteur X qui façonnerait la personnalité d'un entrepreneur, qui le rendrait prospère? Parce que je pense que c'est ça, vous savez, il faut parier sur le jockey. C'est vraiment ce que les investisseurs recherchent le plus souvent, parce qu'on peut trouver toutes sortes d'entreprises, de bonnes idées, mais si ce n'est pas la bonne personne, ça ne marchera pas. Alors, quelle est la qualité personnelle que vous devez voir? Je dirais, et j'ai investi dans beaucoup d'entreprises, que la qualité personnelle dont on a besoin, c'est la résilience, la persévérance, la capacité à s'adapter. Et il y aura des problèmes, je veux dire, dans beaucoup d'entreprises. Il y a toujours des choses qui tournent mal. Les erreurs? Les erreurs? J'ai fait beaucoup d'erreurs, j'ai fait tellement d'erreurs et elles m'ont rapporté des millions de dollars.
Mais le truc, c'est que je m'adapte, je suis résiliente, je persévère, et avec ça, je n'abandonnerai pas tant qu'il reste une option. C'est précisément cette détermination à persévérer quand tous auraient abandonné qu'un entrepreneur doit avoir. Penses-tu que tout le monde peut être entrepreneur? On peut apprendre à devenir entrepreneur. Explique. Eh bien, Certains traits de caractère sont nécessaires pour réussir en tant qu'entrepreneur. Si vous ne l'étiez pas, j'ai eu la chance de grandir avec des parents entrepreneurs. Oui, mais je pense aussi que l'on peut apprendre des traits de l'entrepreneuriat qui peuvent faire de vous une entrepreneur incroyable. Donc, je pense que c'est avoir une vision très claire. Vous savez, c'est avoir cette passion qui vous pousse à continuer quand tout le monde veut abandonner, et c'est passer à l'action. avec les nuits tardives. Oui, personne n'a envie de se lever tôt. Moi non plus, je n'ai pas envie de me lever tôt, mais je le fais quand même. Je veux dire, c'est ça être une grande entrepreneur, c'est avoir ces traits uniques, mais tout le monde peut apprendre à les avoir. C'est comme, est-ce qu'ils ont la volonté de faire ce qu'il faut? Donc, Oui, c'est difficile. Beaucoup de choses dont tu parles maintenant, on en parlait déjà avant l'enregistrement. Tu aimes parler des erreurs, non? C'est le titre du livre qui est super, mais tu en parles vraiment parce que ça les banalise. Et je pense que le parcours d'un entrepreneur est tellement solitaire pour la majorité des gens, et comme on en parlait sur les réseaux sociaux, ça donne l'image de combien l'entrepreneuriat est amusant et génial. En réalité, si tu construis vraiment quelque chose, tu sais comme c'est stressant et anxiogène. Arrête. J'ai un procès ici, et ce client vient d'annuler, ce qui représentait 50% de notre chiffre d'affaires. C'est sans arrêt. sans arrêt. Sans arrêt. Donc je pense que parler des erreurs et parler des choses qui ne se passent pas bien est probablement plus utile pour les entrepreneurs que de parler des choses qui se passent bien. Parce que c'est la réalité. La réalité, C'est vrai, j'ai plus appris de mes échecs que de mes succès. J'ai écrit le livre pour montrer que les erreurs ne sont pas une fin, mais font partie du parcours. Il faut les accepter et en parler, ça fait aussi du bien. oui, c'est vrai. Sur le moment, tu crois que ta vie est finie. Mais après, tu te rends compte, tu regardes en arrière et tu te dis que c'était en fait une super leçon. C'est toujours ce qu'il faut faire. Tu dois prendre les échecs comme des leçons et, avec un peu de chance, ne pas les refaire la prochaine fois. Oui, ne fais pas la même erreur deux fois. Je veux dire, tu peux faire l'erreur, oui, mais tu sais, continuer à la refaire, ce n'est probablement pas la meilleure idée. Quelle était l'histoire qui t'a vraiment marqué? Du genre, waouh, j'ai appris ça. J'espère que personne n'aura à vivre ça. Mais cela a été déterminant pour la personne que je suis devenue. Je pense que pour construire une entreprise aussi grande, l'entreprise que j'ai créée, tu sais, a réalisé plus d'1 milliard de dollars de ventes annuelles. Donc, c'est vraiment les gens qui choisissent les mauvaises personnes. Cette erreur de choisir les mauvaises personnes est la pire. Ça coûte des millions, et au niveau C, c'est encore pire selon les statistiques. Donc, le temps qu'il faut pour embaucher, le temps qu'il faut pour, vous savez, licencier, le temps qu'il faut pour apprendre de cette erreur et ensuite recruter quelqu'un de nouveau. En tant qu'entrepreneur ou dirigeante, chef d'entreprise, choisir les bonnes personnes est tellement essentiel pour votre succès, pour l'équipe dont vous pouvez vous entourer. Donc, j'ai embauché beaucoup de mauvaises personnes et j'ai fait des partenariats avec les mauvaises personnes. Je suis tout ce qu'il y a avec les gens. Oh, j'ai fait tellement d'erreurs. Elles m'ont coûté des millions et des millions de dollars. Comme un mauvais cadre dirigeant. Oh oui, oh mon Dieu, oui. Oh, s'il te plaît, ne cite personne. Quelle a été ta pire embauche? J'ai embauché cette responsable des ventes qui était tellement douée pour me convaincre, tu vois. Mais quand il a fallu passer à l'action, tout a commencé à se défaire. Tu sais, je dirigeais une grande entreprise et je t'ai fait confiance. Honnêtement, ils étaient parfaits sur le papier. Le papa, il était parfait et puis il ne l'était plus. Tu sais quoi? Le pire dans tout ça, c'est que si tu engages un A, si tu te trompes et que tu n'engages pas ce joueur de niveau A, tu engages un joueur de niveau B ou C. C'est comme un virus qui infecte ton entreprise. Les autres les voient et pensent, si eux s'en sortent malgré tout, pourquoi devrais-je encore travailler dur? Et c'est tellement toxique. Et puis admettre à soi-même qu'on a fait l'erreur, c'est humiliant, alors il faut dire « j'ai fait l'erreur ». J'ai embauché la mauvaise personne et mis du temps à l'admettre, car je n'aime pas affronter les problèmes. La conversation est difficile. Il faut aussi informer ton équipe que ce n'est pas la bonne personne. C'est une erreur qui empire avec le temps et coûte cher en argent et en talent, comme tu l'as dit, parce que les meilleurs veulent travailler avec les meilleurs. Donc si tu recrutes quelqu'un de moyen, il ira chercher un meilleur endroit où travailler. Donc quand tu choisis maintenant de travailler avec quelqu'un, d'investir en lui, de l'embaucher,
Quel est le meilleur conseil à suivre pour embaucher afin d'éviter de faire cette erreur? Ou simplement des conseils pour s'assurer que tu ne t'associes pas à la mauvaise personne? Je crois qu'il faut vérifier davantage, car je fais facilement confiance. Donc si tu me disais, Kim, j'ai travaillé pour ces 3 personnes, elles m'adorent. J'aurais pris ça pour argent comptant avant, maintenant je ferai beaucoup plus de vérifications. Je commencerai à appeler car tu penses que c'est facile. Mais il faut agir, bouger, embaucher et faire bien plus de vérifications. En ce qui concerne la valeur que cette personne peut apporter, Tu as écrit sur une dizaine d'erreurs transformatrices, oui, des erreurs qui ont vraiment eu un grand impact sur toi. Je suppose que les gens et le recrutement d'entrepreneurs faisaient partie de ces 10-là. Mais parmi ces 10 erreurs, lesquelles étaient, tu sais, les plus marquantes pour toi? En mettant tout ce travail en place, quelle erreur pourrais-tu commettre? Qui est la plus, disons, universellement vécue, mais dont on parle le moins? Ceci arrive à tous, mais personne n'a vraiment de réponse. eh bien, je pense que celle qui est universelle, c'est que tout le monde, surtout les entrepreneurs, pense qu'ils peuvent y arriver seuls. Je veux dire, je pensais ça aussi, je me disais, je peux le faire, surtout en étant jumelle. Je me disais, oui, je gère, je peux le faire seul, non? Mais en fait, tu ne peux pas. La leçon que tu apprends, c'est que personne ne réussit seul. Et donc, plus vite tu arrives à mettre ton ego de côté ou peu importe la raison pour laquelle tu penses devoir tout faire seul et que tu acceptes de demander de l'aide aux autres, mieux c'est. Je les appelle mes piliers humains, car comme une maison à 4 murs, chacun a besoin de piliers pour être soutenu. Pour atteindre un vrai succès qui va durer dans le temps, je pense que plus vite tu t'entoures de ces piliers, mieux c'est. Tu dépasses ton ego et tu comprends que tu ne réussiras pas sans une équipe formidable. Et que ce soit des mentors, la famille ou des amis, peu importe comment tu définis ton équipe. Mais c'est tellement essentiel pour réussir dans n'importe quel domaine de la vie. Pourquoi les gens disent-ils qu'ils se sont faits tout seuls? Je ne sais pas, l'ego, je suppose aussi. Je ne comprends pas. Je n'ai jamais pensé que quelqu'un s'était fait seul. Non, et en fait, tout le monde reçoit de l'aide de quelqu'un pour vraiment passer à l'échelle. Donc si tu veux juste, j'adore et même j'écoute. Si tu es une entrepreneur solo génial, tu reçois quand même de l'aide de quelqu'un. Tes propres clients? Oui, tu es quand même en relation avec quelqu'un. Donc, pour répondre à ta question, oui, je pense que s'entourer de cette équipe de rêve change tout, que ce soit des collègues ou autres, n'est-ce pas? Il y a tellement de piliers différents, de personnes qu'il faut pour atteindre la grandeur. À quel moment as-tu réalisé qu'il fallait demander de l'aide? Est-ce que c'est quelque chose que ton père t'a appris ou bien est-ce que c'est venu autrement? Après avoir galéré, après avoir dépensé les 10 000 € de ta grand-mère, au bout d'un moment, tu t'es dit... Oh mon Dieu, oui, oui, c'était vraiment ça. Écoute, tout le monde me disait que j'allais échouer, donc je n'ai pas demandé d'aide. Donc évidemment, puisque personne ne croyait dans moi de toute façon, quand j'ai lancé ma première entreprise, ce n'était pas parce qu'ils pensaient que j'allais échouer, mais parce qu'ils pensaient qu'Internet était un mauvais investissement. C'est ce qu'ils pensaient. Les gens venaient de perdre des milliards de personnes. Les gens ont perdu des milliards de dollars. Peut-être que tu ne devrais probablement pas y aller et le faire. Donc je ressens ça, alors tu intériorises juste, d'accord, je vais juste le faire toute seule. Je veux prouver à tous que je peux le faire, mais c'est un défaut fatal. Donc, quand je travaillais, tu sais, 18 heures par jour, je tombais constamment malade, comme une fois. Il y a eu un point de rupture où mon mari m'a trouvé, tu sais, juste devant mon ordinateur, après une longue nuit, avec le clavier sur le visage. Est-ce que tu as... Un moment à la Ariana Huffington. Je ne me suis pas cogné la tête. J'étais simplement épuisée, comme beaucoup d'entrepreneurs qui veulent tout gérer seuls. Et à ce moment-là, tu dois te demander, tu sais, tu mets sa santé en danger si tu essayes de tout faire. Je veux dire, c'est ça que tu risques au final. Donc avoir le courage de dire que j'ai besoin de demander de l'aide, ça demande du courage. Oui, c'est vrai, et je pense aussi, tu vois, comment savoir pourquoi tu devrais demander de l'aide par rapport à ce que tu devrais résoudre toi-même? Je demande de l'aide pour tout maintenant, vraiment. S'il y a quelque chose maintenant, je demande, ça m'est égal. Je me fiche d'avoir l'air bête, des moqueries ou d'être embarrassée. C'est tellement plus facile parce que si je ne sais pas, il y a un expert qui sait. Donc, plus vite je peux reconnaître et accepter que je ne sais pas quelque chose, puis trouver quelqu'un qui sait, plus vite je vais réussir davantage. L'idée du mentorat est très populaire dans le monde des affaires, mais pour une raison quelconque, nous ne cherchons pas de mentor dans tous les autres domaines de notre vie.
Et je pense que c'est un défaut. Je pense que nous devrions, je pense que oui. Si vous avez des difficultés dans une relation, trouvez quelqu'un qui a la relation que vous souhaitez et regardez comment il fait. Si vous ne comprenez pas la richesse ou l'investissement, trouvez quelqu'un qui a gagné de l'argent pour vous conseiller. J'ai toujours remarqué que lorsqu'on demande autour de soi, les gens sont très disposés à donner des conseils. Oui, je suis totalement d'accord. Pour être en bonne santé, demandez conseil à une personne déjà en forme. Le défi, c'est de s'assurer de ne pas prendre de conseils de personnes qui ne sont pas passées par là où vous voulez aller ou qui n'ont pas fait ce que vous voulez faire. Si vous écoutez quelqu'un qui n'a pas vécu cela, vous échouerez. Il vous faut quelqu'un ayant déjà parcouru ce chemin, même s'il n'a qu'un an d'avance sur vous. Oui, je pense que c'est très pertinent quand on pense à prendre des conseils des gens et je suppose que maintenant, quand tu regardes une entreprise, tu te dis « D'accord, je veux trouver quelqu'un qui connaît ce secteur. » Tu sais, c'est drôle, on parlait de tes produits et de ce que tu construis. Je me demandais, tu n'as pas de créneau précis? Tu ne te concentres pas, par exemple, sur les produits grand public, cosmétiques ou le SAT? Non, tu ne le fais pas, tu ne le fais pas. Tu es agnostique sur les secteurs, c'est sympa, mais tu dois sans cesse apprendre de nouvelles conneries. Il faut faire venir du monde, sinon il y a de l'argent en jeu. Si tu ne connais rien, par exemple, aux boissons et que tu mets X montant d'argent dedans, tu vas te brûler. Oui, oh là là, j'ai la chance d'avoir la mentor et conseillère la plus incroyable, active dans les boissons depuis 30 ans. Donc, je ne pense pas avoir besoin de savoir comment construire une entreprise de boissons à partir de zéro. Je suis une femme d'affaires, mais je sais reconnaître mes limites et chercher ceux qui peuvent m'aider. Je pense que c'est essentiel pour quiconque commence quelque chose de nouveau. J'ai eu tellement de mentors incroyables dans ma vie, je me sens vraiment chanceuse. Et encore une fois, c'est parce que je les ai sollicités. Donc d'abord, il faut aller demander, mais aussi parce que je connais la valeur qu'ils peuvent apporter dans la création de grandes entreprises. Dire que les affaires ne sont pas personnelles est, selon toi, une erreur dangereuse. Qu'est-ce que ça veut dire? Je veux dire, écoute, en ce moment, on vit dans un monde déconnecté et je veux dire, c'est agréable d'être en personne, n'est-ce pas? Mais la plupart d'entre vous savent que la plupart du temps, on est déconnecté. Durant ma carrière, je peux affirmer que les affaires sont toujours personnelles. Je suis comme ma grand-mère qui m'a prêté 10 000 les partenaires que je choisis pour faire affaire, mes employés. Il y a un fil personnel qui traverse chaque aspect des affaires. Et je pense que croire que ce n'est pas personnel est une énorme erreur. Et j'ai fait cette erreur. Je pensais être une entrepreneur solo, transactionnelle, présente uniquement pour travailler. Honnêtement, personne ne s'en soucie, personne ne veut faire affaire avec cette personne-là. C'est vrai et je pense que je suis sûr que tu le vois maintenant. Et tu vois, je n'ai pas créé d'entreprise depuis le COVID, donc je n'embauche pas autant de personnes que si j'étais en train de créer une entreprise. Mais je pense qu'après le COVID, nous sommes aussi déconnectés. Nous sommes toujours déconnectés et je ne sais pas comment on embauche quelqu'un à distance. Je sais que ça semble vieux jeu, mais peut-être puis-je avoir une relation virtuelle. Mais embaucher quelqu'un, le rencontrer pour la première fois et genre, créer du lien avec lui et instaurer la confiance virtuellement. Je trouve ça très difficile. Je ne sais pas si tu penses autrement, mais pour moi c'était dur. 20 ans dans la tech, j'ai souvent eu des équipes réparties. Ce n'est pas mon cas, mais je comprends que culturellement, j'ai vécu une excellente expérience. J'ai fait une acquisition incroyable à Tel Aviv. Et pour rebondir sur ce que tu dis, je suis allée là-bas pour au moins les rencontrer, les voir et apprendre à les connaître en face à face. Je ne dis pas que tu dois rencontrer chaque personne de l'organisation, mais au moins celle avec qui tu vas faire affaire et discuter. Par exemple, une fois par semaine ou par mois. Oui, ça fait une différence. Oui, ça fait vraiment une énorme différence. Oui, je suis d'accord. C'est pareil pour moi. J'adore l'aspect distribué, mais la culture compte beaucoup. Comment fais-tu? J'apprécie les entreprises qui organisent des réunions trimestrielles ensemble. Il faut juste un certain lien. Exactement. Oui, parce que je pense que c'est vraiment important. Si tu perds ce lien... Tu perds l'aspect personnel. Oui, et pourquoi les gens travaillent 20 heures pour essayer d'aider quand une crise survient, n'est-ce pas? Oui, ils ne s'y sentent pas liés. Ils s'en fichent. Quand tu construis quelque chose, il y aura toujours des erreurs et des choses qui ne fonctionneront pas. Mais au final, ce seront des gens qui corrigeront ces erreurs. Oui, ça doit être des gens, ce ne sera pas seulement toi. Les erreurs ne concernent pas qu'une personne, n'est-ce pas? C'est une équipe qui doit trouver un moyen de transformer cette erreur en victoire dans n'importe quelle circonstance. Et ils doivent se battre pour toi. Je pense que de toute façon, c'est une chose, mais c'est plus difficile maintenant. N'est-ce pas?
tu dois vraiment faire, tu dois faire un très gros effort. Donc, tu sais. Je parle de prendre un thé ou un café et d'avoir juste ce moment de connexion, juste pour apprendre à connaître quelqu'un, pour passer un moment ensemble, juste apprendre en dehors du travail comme qu'est-ce qui est important pour les gens. Donc, passer ce temps-là est vraiment essentiel parce qu'au fur et à mesure qu'on avance, on devient de plus en plus fragmenté et déconnecté. Je suis d'accord. Et quand tu investis dans des entrepreneurs, est-ce que tu essayes de comprendre? Et je ne sais pas comment tout c'est différent. Je veux dire, tu as Mark Randolph avec qui tu es dans l'émission, puis tu as par exemple Shark Tank, et ensuite tu as les Dragons. Ensuite, tu as tous les différents types d'investisseurs. Est-ce que tu essayes de comprendre quels sont les objectifs personnels de l'entrepreneur? Pourquoi est-ce qu'il crée cette entreprise? Oublie, est-ce que c'est... Oh oui, je le fais. Oui, je demande, est-ce que c'est important pour toi quand tu prends des décisions d'investissement? Oui, je pense que l'authenticité est la raison pour laquelle ils construisent quelque chose. C'est ce qui va les pousser à continuer quand tout va mal. Oui, je suis d'accord avec toi. Donc, si tu n'as pas une raison très forte, une vision très forte, une mission très forte pour laquelle tu fais ça, tu abandonneras beaucoup plus vite. Quelle était ta raison? Je sais bien que si tu y repenses, tu as sûrement souvent voulu tout abandonner. Et pour moi, honnêtement, probablement la liberté. Oui, c'est bien. Pourquoi? Oui, je voulais juste cette liberté et je pense que j'étais déterminée à trouver comment en faire un succès. Je ne sais pas. C'était soit ça, soit aller trouver un vrai travail. N'est-ce pas? Ce sont les options. Ce ne sont pas de bonnes options. En fait, je crois que l'entrepreneuriat est parfois moins risqué que de trouver un emploi. Et je dis ça parce que vous avez le contrôle total de votre propre avenir, contrairement à un emploi où vous ne contrôlez rien. Et je pense que beaucoup de gens l'ont compris après le Covid aussi. Eh bien, il n'y a pas de sécurité de l'emploi. Donc, et je pensais cela, pour être honnête, en grandissant, mes parents étaient entrepreneurs. Je me disais, je vais avoir un vrai travail dans une entreprise Internet. Donc, il y avait un peu de risque à ça. À ce moment, je ne pensais pas obtenir un vrai emploi dans une entreprise riche. Et je ne voulais pas devenir entrepreneur. J'apprends que l'entreprise fait faillite, je perds mon emploi et n'ai plus d'argent. Donc, ce vrai travail n'était pas vraiment un vrai travail. Et donc, je pense, pour rebondir sur ce que tu dis, le meilleur pari, encore une fois, c'est de se demander sur quoi tu mises vraiment. Tu paries sur le dirigeant de l'entreprise, espérant qu'il t'emmène où tu veux. Statistiquement, sauf si tu es président, directeur général d'une entreprise du Fortune 500, tu ne gagneras pas des millions sans lancer ton propre projet. Parle-moi de ça. Il y a donc des stratégies pour transformer tes erreurs en millions. Il y a des choses très pratiques. Je sais que tu énumères 10 erreurs différentes, mais quel que soit le type d'erreur, tu as plusieurs cadres différents. Tu as un cadre des 3 R pour pivoter. En fait, commençons par celui-là. Alors, parle-moi du cadre des 3 R pour comprendre une erreur, pivoter et ensuite la transformer en quelque chose d'utile. Eh bien, je pense que la première chose, c'est que ne pas pivoter est une erreur. J'en parle dans le livre. Comment? Pensez à toutes les grandes entreprises, elles ont toutes dû pivoter à un moment ou à un autre, n'est-ce pas? Je veux dire, si vous regardez Twitter, YouTube ou Slack, n'importe quelle entreprise a déjà dû pivoter. Donc, je pense que l'erreur, c'est de croire que vous n'avez pas besoin de changer. Le marché va évoluer et désormais plus vite que jamais. Il est donc important de reconnaître que le marché évolue et que vous devez vous adapter et changer avec lui. C'est la première chose importante. Mais comment le savez-vous? Eh bien, vous le savez parce que soit votre entreprise ne réussit pas, comme vos ventes stagnent, ou bien... Mais vous ne savez pas. Par exemple, quand il s'agit de savoir si vous devez persévérer ou vraiment changer de direction. C'est ça le problème. Vous ne savez pas, donc je pense qu'il est important de bien savoir, vous écouter un certain temps. Si l'activité continue de baisser, il faut changer de direction. C'est soit pivoter, soit disparaître à ce stade, parce que tout est déjà écrit. La question est, pouvez-vous identifier à temps le moment de changer et agir vite? Parce que trop de gens se retrouvent simplement à court d'argent. Et ils n'ont pas changé de cap assez tôt parce qu'ils voulaient s'en tenir au plan. Parce qu'ils ont présenté un plan au conseil d'administration et qu'ils ne veulent pas changer. En tant que membre de plusieurs conseils d'administration, je préfère un changement plutôt que de suivre le plan et laisser l'entreprise poursuivre ainsi. Exactement, à 100%. Bien sûr, alors changez, oui, faites un pivot. Je pense que c'est parce que vous avez peur du changement. Vous avez peur de dire que vous aviez tort. Et vous avez peur de dire que peut-être le marché n'a pas évolué comme vous le pensiez. Je pense que c'est parce que, vous savez, les gens changent
Regardez où les entreprises ont commencé et on peut encore utiliser cela en exemple. Mark Randolph, qui a en fait écrit la préface de votre livre, il raconte l'histoire de... Je veux dire, si vous regardez comment Netflix est passé d'une entreprise de location de disques vidéo numériques à Netflix, ils ont fait 1 million de changements entre-temps. Mais je crois que je ne me souviens plus de son cadre pour pivoter ou changer. Mais sans connaître les détails, je sais que cela consistait beaucoup à ne pas lier son identité à l'entreprise, à mettre de côté son ego et à se débarrasser de ce besoin d'approbation. Donc oui, peut-être que c'est ce que nous avons construit jusqu'à présent, mais ce n'est peut-être pas exactement ce dont nous avons besoin pour l'avenir. C'est souvent difficile, surtout pour les entrepreneurs débutants, car ils s'attachent beaucoup à leur idée. Je sais. Je sais, et leur identité finit par devenir leur idée. Donc, ils ne sont même plus vraiment des personnes, ils deviennent leur entreprise. Tu vois ce que je veux dire? Et ensuite, c'est difficile. C'est difficile pour eux de se dire « et si j'avais tort ?» Genre « et si j'avais tort ?» Et si je donnais juste 6 mois de plus? Et si j'essayais encore, tu vois, de dépenser encore un peu plus de mes économies là-dedans? Mais ensuite, il faut se demander, est-ce que tu veux tellement avoir raison ou est-ce que tu veux gagner? Je fais partie de celles prêtes à changer de direction pour gagner et à rester ouverte, mais tu as raison. J'ai aussi été une entrepreneure débutante, c'est certain. C'est exactement ce que j'ai vécu quand j'ai lancé ma première entreprise. C'était avant les réseaux sociaux, n'est-ce pas? Je veux dire, c'était vraiment au tout début et je me souviens des réseaux sociaux de Facebook et les gens disaient « Non, ce n'est pas moi ». Experte du numérique, j'avais déjà créé une entreprise à l'époque. « Ah, les réseaux sociaux, ça ne va pas être énorme ni prendre de l'ampleur ». Et puis, évidemment, il y a eu un coup dur. Un client a fini par me renvoyer en tant qu'agence. Je me suis dit qu'il fallait me réorienter car ils l'ont exigé. Les réseaux sociaux ont changé de cap. Et cette partie de mon entreprise a atteint 200 millions. Donc, le fait d'avoir accepté ce changement m'a rapporté des millions. J'étais aussi de ceux qui disaient « Non, je ne change pas, trop de choses. C'est une mode, je suis experte, c'est difficile d'y penser. » Mais à l'époque, avant qu'il y ait un tweet ou quoi que ce soit, les réseaux sociaux n'étaient pas encore prouvés. Je ne l'ai simplement pas adopté, je sais, mais quelle grosse erreur, non? Oh mon Dieu! C'est comme ça, tu t'en es bien sorti, tu as réussi. Oui, mais je pense que ça montre aussi que si tu t'adaptes et que tu écoutes évidemment les clients, tu peux gagner des millions. Il suffit d'être sage pour écouter et apprendre. Comment sais-tu quand il faut changer de direction? Je veux dire, si quelque chose ne fonctionne pas, tu parles même de certaines des entreprises dans lesquelles tu as investi. D'accord, ça ne marche pas. Où est-ce que je vais maintenant? Parce que maintenant, je le sais, il y a tout ce problème de coûts irrécupérables. Actuellement, l'entreprise a beaucoup de dettes. J'y ai investi mon argent, mon temps, mon énergie et mes ressources. Des trucs comme ça, c'est mon pari, c'est mon idée. Qu'est-ce que je fais maintenant quand ça ne marche généralement pas? J'ai eu de nombreuses entreprises, surtout pendant le Covid, qui ont dû se réinventer. Il y a un fil rouge entre là où ils sont et là où ils veulent aller, non? Donc parfois, il y a un signe que quelque chose fonctionne. Ce n'est peut-être pas l'idée originale, mais une partie de l'entreprise montre en fait un signe de réussite. Bien sûr, essayez cela ou tentez du nouveau. Je ne savais pas que les réseaux sociaux deviendraient si importants, j'ai simplement essayé. J'ai commencé à faire de la publicité numérique sur les réseaux sociaux. Et donc, je pense qu'il faut avoir la capacité de tester et d'accepter que ça puisse échouer. Il est probablement essentiel d'accepter l'échec, c'est très important. C'est difficile, surtout si on ne vient pas de ce milieu-là. Tu essaies. C'est tellement drôle parce que c'est tellement cliché, mais tu vas échouer. Et en fait, c'est ça qui va te préparer à réussir. J'ai noté certaines de tes citations, dont une que je préfère. Les erreurs n'étaient pas seulement des étapes vers le succès, elles en étaient à la fondation, comme si les échecs étaient à la réponse. Oui, chaque échec te rend plus forte, plus intelligente, tu t'adaptes et apprends, ce qui te permet d'avancer plus vite. Une de mes citations préférées que tu dis est « La peur n'empêche pas les mauvaises choses, mais elle bloque les grandes choses. » C'est vrai, non? Et je pense que c'est ça l'erreur, c'est de laisser la peur de l'échec te paralyser. Tellement de gens, et j'en faisais partie, je ne voulais pas. J'avais peur d'échouer, tu vois, ou peur que ça marche, et ça te hante. Et tu sais, tu te réveilles à 3 heures du matin, tu te dis « Oh, ma boîte va couler » ou autre chose. Mais
puis trouver le courage d'aller de l'avant malgré tout. Quand tu penses à la façon dont tu as construit, à la façon dont tu construis des entreprises aujourd'hui par rapport à avant, qu'est-ce que tu fais différemment quand tu démarres en tant que junior ou quand tu... Je veux dire, tu sais, un livre, c'est un livre, mais c'est aussi une entreprise. Un livre est une affaire à part entière. Mais quand tu démarres quelque chose comme ça, quelle est l'évolution de Kim? Comment fais-tu? Comment réfléchis-tu à une idée qui est très différente de la façon dont tu avais l'habitude de réfléchir aux idées? Au début, je croyais tout savoir. Maintenant, je sais que je ne sais rien. Oui, c'est juste. Non. Mais avoir la lucidité de savoir que je ne suis pas la personne la plus intelligente dans la pièce. Et trouver les personnes qui sont expertes, ça change tout pour accélérer ton succès, n'est-ce pas? Et donc, je pense que j'aurais probablement fait beaucoup plus de choses toute seule, honnêtement, à ce stade. Je cherche à créer de grandes entreprises avec des personnes que j'aime vraiment, à faire des choses avec elles et à résoudre des problèmes que j'ai vraiment envie de résoudre. Et donc, si tu fais ces deux choses, tu crées, tu sais, c'est comme de la magie. Oui, quand tu réfléchis aux problèmes qui t'enthousiasment. Cela signifie évidemment qu'il y a aussi une incitation financière parce que c'est un problème suffisamment important à résoudre. Alors, quand tu réfléchis aux problèmes que tu veux relever, quel est ton cadre ou ton processus de réflexion pour décider quels problèmes sont suffisamment importants, amusants, passionnants? Quand tu penses à une boisson, par exemple une boisson rafraîchissante, Eh bien, la boisson, je trouve ça intéressant. Donc, pour moi, en commençant cela, ça revient au pourquoi, à mes partenaires et à leur raison d'avoir du thé, d'avoir grandi avec leur famille et d'avoir ce moment de connexion. Donc, Junie signifie juste toi et moi. J'aime cette idée. Toi et moi partageons un moment de connexion. Et je pense que pour moi, ce pourquoi est vraiment important. C'est juste comment fait-on dans un monde aussi incroyablement rapide? Comment pouvons-nous avoir un moment pour simplement être attentif et avoir un point de connexion? Je pense qu'il faut s'ancrer là-dedans puis se demander quelle est la taille de ce marché à bouleverser. Notre but est de réinventer le thé. C'est pourquoi c'est un thé vin. Ce n'est pas le thé de votre grand-mère. Ce thé, c'est fonctionnel, il est savoureux, il est plein de champignons et d'ashwagandha. Délicieux. Oui, et c'est tout un... Oui, c'est une grande catégorie. Je pense que le thé représente 50 milliards et la fonction 20 milliards. Il y a une grande opportunité de marché et donc il faut en tenir compte pour vraiment voir jusqu'où ce type d'entreprise peut aller. Mais c'est toute catégorie, non? J'investis dans le B2B, le software as a service, le Web3, la beauté. Tout ce que tu veux. Ils doivent avoir une raison que je partage. Si je n'y crois pas, je ne suis pas la bonne investisseuse pour toi. non, et je pense que ce que j'en ai surtout retenu, c'est qu'il y a une histoire derrière tout ça. Ça a beaucoup de sens, il y a une histoire, il y a une dimension émotionnelle à tout ça. Bien sûr, quand on me propose quelque chose, cela arrive 20 fois par jour. Si tu racontes ton histoire et que je m'y retrouve, j'aurai envie d'investir. Oui, je dois vérifier que c'est une grande opportunité de marché, mais au final, je parie sur toi. Ouais. Et si cet investisseur ou si cet entrepreneur a une histoire assez convaincante, tu sais, cette histoire va les porter à travers toutes les galères qui accompagnent la création d'une entreprise. Je suis tellement curieux. Je reviendrai sur les erreurs dans un instant, mais je veux d'abord te poser quelques questions à ce sujet. Et je veux parler de certaines erreurs qui ne sont peut-être pas de bonnes erreurs à faire. Mais quand on pense à tous les différents types d'entreprises de biens de consommation, ça a vraiment beaucoup de sens. Pour les entreprises SaaS B2B ou pour, je suppose, des entreprises moins sexy et amusantes. Quelle histoire un entrepreneur pourrait-il raconter pour t'enthousiasmer dans ce cas? Je pense à l'innovation, à la disruption, au fait de faire les choses différemment, de remplacer, tu sais, quelqu'un qui fait les choses de la même façon depuis 20 ans. Et il y a évidemment une opportunité. Donc je pense qu'il faut vraiment s'ancrer et se demander quel est le problème qu'on essaie de résoudre, n'est-ce pas? Que ce soit la fidélisation, l'engagement ou l'intelligence prédictive pour les marques de distribution, c'est vraiment ce que je veux, résoudre ce problème. Ils y croient vraiment. C'est ce que l'entrepreneuriat. Oui, ça doit l'être. Oui, que l'entrepreneur, vraiment. Et elle se réveille chaque jour tellement enthousiaste à l'idée de résoudre ce défi et ce problème. Donc, juste pour en parler, vous savez, tout le thème du livre, c'est les erreurs qui m'ont fait millionnaire, et vous en listez 10. Mais il y a évidemment beaucoup de choses différentes qui n'ont pas fonctionné, mais apprendre de ces leçons, ça a été positif.
Quand vous pensez aux choses, même dans votre propre vie, dans vos propres entreprises ou même dans les sociétés dans lesquelles vous investissez, quelles sont les plus grandes erreurs que les gens commettent qui ne sont pas positives, en gros, les choses dont il faut s'éloigner autant que possible? Quelles seraient certaines de ces erreurs que vous voyez se répéter, qui peuvent littéralement tuer une entreprise? Je pense enfin attendre de se sentir prête pour quoi que ce soit. Je pense que tout le monde reste là à se dire « Je vais créer le site parfait, je vais faire la présentation parfaite, les réseaux sociaux parfaits. » Oublie la perfection, agis simplement. Une mauvaise décision rapide vaut mieux qu'une bonne décision lente. Il faut avancer et, en ce moment, accélérer est crucial pour atteindre le 100. Je vois tant de personnes talentueuses rester à la traîne à vouloir tout perfectionner. En réalité, une fois que tu arrives sur le marché, c'est le marché qui va décider s'il aime ou non, ça n'a même pas d'importance. Donc je dirais que c'est universel, tout le monde attend de se sentir prêt et tu n'y seras jamais. J'ai vu de nombreux entrepreneurs exagérer les chiffres et les progrès, ce qui, selon moi, détruit la confiance. Je pense que chaque investisseur, et j'en connais beaucoup, toi y compris, chaque investisseur dira essentiellement la même chose. Mais c'est une version de « je peux toujours travailler avec la vérité, nous pouvons toujours travailler avec la vérité ». Peu importe à quel point la vérité est difficile, mais on peut travailler avec la vérité. Et je pense que c'est quelque chose. Si vous ressentez le syndrome de l'imposteur et que vous avez peur de communiquer avec vos investisseurs, que vous craignez leur réaction. Si vous n'atteignez pas vos objectifs, la vérité vous aidera à comprendre comment les surmonter, car ils sont dans la même équipe que vous. Oui, ils veulent votre réussite. Oh là là, je reçois encore plus d'appels avec Kim, tu peux parler? Ça veut dire que quelque chose de mauvais arrive. Mais je suis une excellente investisseuse parce que j'y suis déjà passée, je comprends que c'est difficile. Et donc, mon travail en tant qu'investisseuse est de vous aider à obtenir un excellent retour sur investissement. Demandez à vos investisseurs comment ils vous aident. Tentez de recommencer seul, cela n'arrivera jamais. Si vous embellissez la réalité, je n'investirai pas, mais je peux regarder avec vous. Envoyez-moi un pitch deck. La 5e année, vous affichez une forte croissance et beaucoup de earnings before interest, taxes, depreciation and amortization. Ça n'arrivera pas, je le vois souvent, alors arrêtez de m'envoyer ça. Oui. Je suis aussi en 5e. Je réussis tout, c'est incroyable. Non, ce n'est pas vrai, d'accord? C'est drôle. Si tu veux, j'aimerais juste te poser quelques questions rapides pour conclure. Mais si tu sais, les gens veulent juste retenir une leçon de ce livre, la leçon la plus importante. Tu as donné plusieurs idées différentes, mais pense à une seule. C'est la seule leçon qu'ils peuvent en tirer. Quelle serait cette leçon et pourquoi? Commence avant d'être prête? J'adore, c'est tellement important, surtout quand on pense à ton succès. Quelle devrait être la motivation de quelqu'un? Pas le succès financier, mais quelle devrait être la motivation de quelqu'un lorsqu'il construit une entreprise? Je pense que ça revient à ton pourquoi. Pourquoi es-tu là? Oui, ça revient à ton pourquoi. Pourquoi le construis-tu? C'est la seule chose qui te fera tenir. Créer une entreprise est tellement difficile, c'est tellement dur, et en même temps, c'est tellement excitant. C'est comme le frisson de ces montagnes russes. Mais si tu ne sais pas pourquoi tu le fais, tu ne réussiras pas. Quelle est la plus grande idée reçue que les gens ont sur l'entrepreneuriat? On pense qu'il existe un succès immédiat alors que ce n'est pas le cas. Et ne croyez rien de ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, même si ceci se trouve justement sur les réseaux sociaux en ce moment. Je comprends. Tu vois, je pense que les gens regardent ça, mais ils ne voient pas les difficultés qui se cachent derrière ce qui se passe réellement dans la vraie vie. Je le dis souvent aux gens, vous ignorez ce qui se passe en coulisses. Si tu pouvais leur montrer ça, les gens se sentiraient beaucoup mieux. Je veux écrire sur les erreurs pour encourager leur partage. Elles méritent un nouveau regard. Parlons des erreurs. Partageons-les, car cela nous aidera à apprendre des erreurs des autres. Cela nous aidera à progresser plus vite. Et je pense que la honte liée aux erreurs, ça doit changer. Je suis d'accord. Content que tu en parles et évoques les erreurs. Je veux intégrer cela plus souvent dans mon contenu. Quelqu'un m'a demandé, comme je te l'ai dit, on a enregistré des choses qui n'ont pas marché. Et quelqu'un, en général, je passe vite dessus. Mais une personne m'a demandé, quelle a été ta plus grosse erreur? Et j'y suis allé, je n'ai pas cité de nom. Je ne pense pas que ce soit bien, mais j'ai parlé de tout ce qui n'a pas marché dans ma vie. Et ils étaient là genre, mince, tu dois tout nous dire comme ça. Oui, thérapeutique, oui. Non, mais ensuite ils disent, oh, c'est une bonne leçon. Oh, il y a une leçon sur le partenariat. Il y a une leçon sur l'opportunité. Il y a une leçon à construire quelque chose hors de sa compétence principale.
On peut en tirer des leçons, notamment sur l'acceptation de l'abandon quand ça ne fonctionne pas. J'ai une erreur numéro 9. Oui, arrêtez trop tôt. C'est tout ce que je veux dire, mais tout cela est très personnel, car que signifie vraiment trop tôt? Je ne sais pas. Ça dépend de la personne, non? Tu as bâti des entreprises et créé une marque remarquable. Quel a été le prix personnel le plus élevé que tu as payé pour tout ça? Si les gens ignorent, tu as payé à temps? Probablement. Je ne pense pas que les gens voient le nombre de nuits tardives et de matins très tôt. J'ai raté des moments avec, tu sais, des amis, des fêtes. Je veux dire, moi, si tu me connais et que tu me connais depuis longtemps, tu le saurais. Je travaillais juste comme ça, c'était ça ma priorité. Maintenant, j'ai une famille, donc c'est différent. Je pense qu'avant, je n'en avais pas, donc je pouvais faire ça, mais j'ai clairement raté des choses parce que je travaillais tout le temps. Je pense que tu as dit quelque chose de très important cependant, comme s'il y avait une période dans ta vie. Quand tu es à l'aise au travail, il faut aussi comprendre que ce n'est pas tout dans la vie. Oui, oui, et je pense, et j'en parle aussi dans le livre, et rester trop longtemps. Tu sais, tu restes trop longtemps à certains endroits. Je pense que c'est vraiment se rendre un mauvais service. Tu restes trop longtemps dans des relations ou situations, car c'est confortable. Ou peu importe la raison pour laquelle tu fais ça, mais ça a un prix, et ce prix, c'est le temps, le temps. Tu pourrais faire autre chose, partager ta vie avec quelqu'un ou créer différemment. Oui, c'est très puissant. Je pense que tout le monde, quand ils vivent l'une de ces erreurs, ils savent que ce sont des erreurs. Normaliser la conversation leur permet de se dire « D'accord, tu sais quoi ? Quand il est temps d'agir, il faut agir et passer à autre chose, ou changer de direction, ou faire quelque chose de différent, ou y mettre fin, ou quoi que ce soit. » Mais je pense que trop de gens ont tendance à cela. Je vis dans une erreur et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez moi. Donc, je ne vais pas quitter le métier ou changer de voie, ni mettre fin à la relation. Je ne vais pas faire ça parce que ce serait admettre que j'ai tout gâché. Ce livre explique qu'il faut parfois persévérer et trouver une solution, mais aussi savoir mettre fin à certains chapitres de sa vie. Oui, et juste reconnaître les erreurs, non? Je pense que pour rebondir sur ce que tu dis, que les gens ressentent de la honte, mais si on laisse cette honte de côté et qu'on en parle simplement comme d'une étape normale sur le chemin du succès, ce qui est le cas. Tout le monde va faire des erreurs, alors acceptons-les, apprenons d'elles, puis passons à autre chose. J'adore ça. Où est-ce que les gens peuvent, je veux dire, le livre sera partout où l'on peut acheter des livres, donc sur Amazon et ailleurs, où les gens devraient-ils te suivre et se connecter avec toi? Oui, rendez-vous sur kimperel.com. Vous y trouverez d'incroyables téléchargements gratuits pour un état d'esprit de millionnaire. Et toutes les astuces que j'utilise pour m'assurer de maximiser mon succès. Et sur les réseaux sociaux. LinkedIn, évidemment, je suis une grande femme d'affaires, donc LinkedIn. C'est votre référence. J'adore LinkedIn. Oh mon Dieu, j'adore LinkedIn aussi. Oui, je suis une femme d'affaires, n'est-ce pas? LinkedIn, Instagram, toute plateforme sociale. Kim Perel, d'accord? Parfait. Si tu ne devais garder qu'une seule leçon de ta vie, laquelle choisirais-tu? Tu n'as le droit de transmettre qu'une seule leçon à tes enfants. Quelle serait cette leçon et pourquoi? Elle peut concerner le business ou non. La gentillesse? Ce serait simplement d'être gentil, peu importe les circonstances, peu importe ce qui se passe, juste être gentil. Je pense que c'est comme la règle d'or, non? Si tu es gentil et que tu supposes le meilleur chez les gens, c'est comme ça que j'aime vivre ma vie. Je crois que la vie s'arrange généralement. Oui, j'ai 4 petits futurs leaders que j'élève, donc s'ils grandissent en étant gentils, je me sentirais très, très reconnaissante.